reprends un petit peu le propos de David quand il parlait de bénéfice-risque, enfin une évaluation bénéfice-risque plutôt qu'évaluation risque. Et c'est ce que disait aussi Jean-Pascal à l'instant. C'est effectivement ce que nous faisons, en particulier quand nous choisissons de rouler en voiture plutôt que de prendre le train pour des distances qui sont accessibles. Tout simplement parce qu'on va préférer y aller plus rapidement ou parce que ça va nous coûter moins cher. Donc voilà, on a ce genre de choix alors que le train est beaucoup plus sûr. Voilà. Donc je rappelle ce qu'est la fameuse route qui pardonne. Ce sont les schémas qu'on a dans les guides de traitement des obstacles latéraux. Donc pas d'obstacle dans la zone de sécurité, on le supprime ou bien on le protège par une glissière. Et on voit que placer une glissière ici, là c'est la fameuse allée protégée que je vous ai montré hier. C'est pas possible. Ici, si on supprime, ça veut dire qu'on supprime tous ces alignements. Je vous ai donné aussi des exemples de différents pays pour que vous voyez que c'est vraiment une problématique universelle. La même chose ici en Pologne, avec des arbres qui sont encore jeunes, donc la question se pose. On a planté quand même ces arbres il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est un investissement finalement qu'on met à la casse de manière prématurée? Là, la problématique, effectivement, est-ce qu'on plante plus loin? Non, on ne va pas pouvoir planter plus loin. Ou si on plante, ça va être en crête de talus. C'est ce qui va se produire d'ailleurs au printemps. C'est la fameuse allée par quoi tout a commencé. Et quand on sait qu'on est sur un plateau calcaire et qu'on a des problèmes d'eau, il est fort probable que les arbres crèvent d'ici 2-3 ans. Là, on est en Suède, on a la même problématique. C'est tout près de l'allée emblématique que Patrick nous a montré hier. Là, on a des talus, on a des murets, voilà, on ne peut pas planter. Là, c'est en France. Où est l'emprise routière? L'agriculteur a labouré jusqu'au bout. Voilà, on voit bien que problème d'emprise. Et ici, on est donc dans la France, une des régions où il y a une protection supplémentaire par rapport à l'article L350-3, c'est la directive ALPI qui protège les allées d'arbres de manière systématique. Et là se pose la problématique, effectivement, du renouvellement parce qu'il y a le chancre qui arrive. Là aussi, où est-ce qu'on plante si on ne replante pas au même endroit? La question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce qu'un obstacle latéral finalement? Parce que si là, je quitte la voie qui est la mienne et que je vais sur la gauche, alors à droite, c'est clair, je me prends un arbre, à gauche, je me prends une voiture. Et là, c'est un petit clin d'œil à Piotr et à Camille, parce que c'était donc un collègue de Piotr, c'était Camille qui était notre chauffeur pour aller à une conférence de Infrastructure European Net IN, une grande... je ne sais pas si vous connaissez ce grand groupement sur l'écologie et les infrastructures, donc un truc européen. Là aussi, obstacle latéral, ça peut être aussi le cycliste quand on le dépasse. L'autre question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce qu'on applique vraiment cette règle de la route qui pardonne, y compris dans des pays ou des organismes qui militent beaucoup pour ça. Là, c'est un exemple autrichien relativement récent. On a replanté voilà, sur l'accotement sans glissière. Ici, c'est la Meuse en France, un département qui a un discours politique en disant pas d'arbres à moins de 7 mètres. Et on s'aperçoit, tiens, ils ont replanté effectivement correctement pour maintenir un alignement. On voit que ça se fait effectivement dans tous les pays. Donc voilà, on a la Suède. Quelle cohérence aussi dans cette application? On voit que là, on a planté les arbres finalement un peu plus loin que les parapets, qui ont été refaits tout récemment aussi. Voilà. On peut se poser aussi la question, finalement, obstacle latéral, est-ce qu'il n'y a pas une
aussi un imaginaire dans les esprits sur qu'est-ce qui est un obstacle latéral. Donc, je vous montrais ces voitures, etc., qu'on ne pense pas comme un obstacle latéral. Mais une maison, on ne la pense pas comme un obstacle latéral. Et des images comme celle-là, je pourrais vous en produire plusieurs. Et ce n'est pas parce que le camion est rentré dans cette maison que on va blâmer la maison ou se dire il faut absolument la supprimer ou la mettre ailleurs. En fait, les arbres, les allées d'arbres ont une manière aussi de nous aider à mieux conduire, puisqu'ils nous permettent finalement de prendre conscience de la vitesse. J'avais une autre où on voit bien les arbres qui défilent quand on roule. Là, on n'a pas de point de repère, donc on appuie sur le champignon. Je crois qu'on en est tous conscients. La fameuse manière de signaler effectivement ce qui va advenir. Donc, c'est une manière aussi de nous aider. Alors, il y avait encore, je ne sais pas si j'ai pas loupé une diapo. Ben, oui, c'est celle-là. Donc, en fait, quand on parle de la route qui pardonne, on nous montre ce schéma-là, avec ces histoires d'obstacles latéraux, mais c'est aussi empêcher les erreurs de conduite. Donc, ce n'est pas seulement supprimer les conséquences négatives, mais, et ça c'est l'International Transport Forum qu'il écrit en 2015, c'est aussi empêcher. D'où mes petites diapos suivantes. Montrer aussi la route par temps de brouillard ou autre. Ça avait été signalé hier au 19e siècle, ce sont les chauffeurs enfin les conducteurs de coches, ouais, qui s'étaient plaints justement parce que on avait enlevé des arbres et que du coup ils risquaient de buter dans le fossé et qu'il leur fallait la sécurité. Là aussi, les arbres peuvent être considérés comme un élément qui protège les piétons. Le conseil départemental de l'Essonne, dans son dossier pour le prix des allées d'arbres, dont ils sont lauréats cette année, mettait bien ça. Il y a une piste cyclable qui est placée comme ici, et du coup, il l'identifie comme une manière de protéger les cyclistes aussi des voitures. Donc en 2011, j'ai fait une étude tout simplement parce que les études de sécurité routière, jusqu'à présent, elles se focalisent sur la route, l'arbre, le conducteur, et on a des données voilà, quantifiées sur le nombre de gens qui se tuent ou se blessent dans ces circonstances-là. Voilà, mais on n'a évidemment pas de chiffres sur combien d'accidents, combien de morts ont été évités grâce à ces arbres. Et pourtant, c'est aussi un des objectifs de cette route qui pardonne. C'est éviter ce genre de choses, éviter des trucs. Comment on en tient compte? Donc, moi, je me suis dit, en fait, ce qu'on va faire, on va prendre un département, on va regarder sa situation en termes de sécurité routière, on va regarder sa situation en termes d'allées d'arbres, et puis on va regarder ce que ça donne. Donc, il y a plusieurs indicateurs. À l'époque, il y avait encore l'IAL. Voilà, il y a plusieurs manières de mesurer le risque routier. Je l'ai fait à la fois pour le nombre de tués, le nombre de blessés, et je l'ai fait en tenant aussi compte, alors d'une part des incertitudes sur les données, parce qu'en fait, on travaille aussi sur des petits chiffres. Donc, voilà, en termes de statistiques, il y a des choses à prendre en compte, et aussi en tenant compte des catégories socio-géographiques qui sont identifiées en France, qui permettent de ne pas comparer de manière idiote un département très montagneux avec un département de plaine, ou un département très urbain avec un département très, très rural. Et malgré tout, donc on obtient quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une dispersion totale
Donc en abscisse, vous avez ce que j'ai appelé densité d'arbres d'alignement, c'est-à-dire que j'ai pris donc les arbres d'alignement divisés par le linéaire de route et en ordonnée le taux de tués. On voit bien qu'il n'y a pas de corrélation. Et là, les 2 points rouges, ben, on voit bien qu'on on passe de 50 à plus de 150, c'est-à-dire un risque multiplié par 3 pour une quantité d'arbres divisée par plus de 10, quoi, par 20. Voilà. D'où le fait que, effectivement, pour moi, c'est pas, voilà, l'arbre de bord de route n'est pas le problème de sécurité routière. En fait, ce schéma qui montre cette disparité, cette dispersion, est l'expression du fait qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte, c'est ce que vous avez dit entre autres à l'instant, qui font que c'est pas parce qu'on va avoir supprimé des arbres qu'on va résoudre un problème. Sauf que politiquement, c'est visible et donc on a l'impression d'avoir fait quelque chose. Et puis aussi, l'autre manière, peut-être, c'est que ce qu'on a quand même dit à plusieurs reprises dans des discussions, c'est le côté, on travaille dans notre spécialité, donc ce n'est que parce qu'on peut discuter avec d'autres qu'on peut éventuellement ouvrir aussi la manière de penser. Je termine avec ces diapos. Elles datent d'il n'y a pas si longtemps que ça. Eurorap, c'est un groupement des automobiles clubs européens qui milite beaucoup pour tout ce qui est inspection des itinéraires routiers. Et là, ils avaient fait quelque chose sur les itinéraires touristiques, ce qui nous intéresse beaucoup. Évidemment, Élodie avait raison, il y a un potentiel touristique, puisque qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme image? Une allée d'arbres. Et quand ils passent au domaine d'action, il y a donc 5 domaines d'action, ils l'ont illustré par quoi? Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment une histoire d'imaginaire. Donc la problématique de sécurité routière, l'imaginaire, c'est l'arbre, c'est l'allée. On aurait pu prendre n'importe quoi comme autre conception de véhicule, voilà. Mais on est resté sur 2 images, l'image de la page de garde et l'image des domaines d'action sur les allées d'arbres. Je ne suis pas allée plus loin que 2015, j'ai repris une vieille diapo. Ça a évolué depuis. Donc, je vous disais que la sécurité routière était de compétence européenne pour ce qui est du réseau européen, trans-européen, machin, TERN, là, qui représente à peu près 70 000 km. Alors, ce sont les autoroutes et les routes de haut niveau, pour lesquelles donc, les inspections de sécurité routière sont obligatoires. Et ces inspections de sécurité routière, c'est en fait justement évaluer en quoi la structure elle-même, l'infrastructure elle-même, contribue ou non à la sécurité. Et entre autres, il y a aussi dans les critères ce traitement des obstacles latéraux. Donc ça, obligatoire. Et ça a été étendu. Je crois que c'est l'an dernier. Je sais pas. Eric, tu te souviens quand est-ce que ça a été étendu? L'an dernier, oui. Donc les départements les différents pays devaient proposer la liste des routes qu'ils voulaient inclure là-dedans. Donc c'était plus le réseau européen, mais ça pouvait être les autres routes. Et en France, c'était les départements qui étaient sollicités pour inclure ou non leur route dedans. Donc c'est quelque chose, si on n'est pas très fort à porter un autre discours, quelque chose qui va continuer sa petite route, et bientôt la route communale, ça sera pareil, quoi. Je finis aussi avec un clin d'œil pour Lionel, puisque c'est une photo que j'ai prise après l'avoir rencontré quand il était encore département de l'Hérault. Et je voulais aussi, j'ai ressorti ça. Donc ça, c'est au moment où, au niveau national, en 2018, on a décidé d'abaisser la sécurité, la vitesse maximale sur les routes. Donc l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière avait fait quand même une petite étude publiée, accidentalité sur les routes bidirectionnelles hors agglomération, enjeux relatifs au réseau principal, le fameux réseau principal.
dans lequel, dans la synthèse, termine en gras, même s'il est contre-intuitif que le réseau le plus confortable soit celui qui enregistre le plus d'accidents mortels, les études successives confirment que les bénéfices d'un abaissement de vitesse maximale autorisée seront en grande partie liés à ce réseau. Voilà.